bien de la Sonitel, le Burkina Faso avec l'Onatel et Togo Télécom ont fait confiance à Bénin Télécom pour la fourniture des capacités sur la fibre optique. Les revenus issus de ces contrats commerciaux sous-régionaux ont permis à coup sûr d'atteindre un tant soit peu les objectifs fixés par le plan de redressement. L'une des difficultés connues par Bénin Télécom à l'international a été les coupures observées récemment sur le câble sous-marin en pleine mer. La gestion efficiente de ces pannes a permis de rassurer la clientèle et les partenaires nationaux qui bénéficient des services de ce bijou technologique qu'est le câble sous-marin SAT3. Très convoité dans la sous-région, le câble sous-marin de Bénin Télécom fera face certainement bientôt à une concurrence de la part des pays disposant d'un accès à la mer. Maintenir les performances du SAT3 et garantir des revenus constants au niveau de ce secteur est sans doute une grande préoccupation pour la direction générale de Bénin Télécom SA. C'est plutôt là un élément qui montre les performances commerciales réalisées par justement votre management au niveau de l'international à travers la fibre optique, mais en même temps les défis qui de plus en plus se profilent à l'horizon à travers la concurrence qui pointe à l'horizon dans la sous-région. Tout à fait. Donc effectivement, il y a une concurrence qui arrive dans la sous-région. Donc le câble sous-marin SAT3 pendant longtemps était le seul câble qui desservait pratiquement l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, au Nigeria par exemple, il y a déjà 2 câbles qui sont opérationnels. Le câble MEN1, le câble GLO1. À la fin de cette année, il y a le câble WASC qui devrait être opérationnel. Toujours au Nigeria. Et l'année prochaine, il y a le câble ACE qui va arriver toujours au Nigeria. Au Togo, il y a le câble WASC qui va arriver. Au Ghana, je crois qu'il y a déjà MEN1, GLO1, en plus de SAT3 qui sont déjà présents. En Côte d'Ivoire, il y a le câble ACE qui va arriver, en plus du câble SAT3 qui était là. Donc vous voyez que c'est effectivement un secteur qui devient de plus en plus compétitif. Voilà. Et il faut que Bénin Télécom également se repositionne. C'est pour cela que nous souhaitons investir dans la construction d'un deuxième câble sous-marin également pour le Bénin. Nous sommes dans le projet ACE qui devrait permettre donc à Bénin Télécom d'avoir un deuxième câble sous-marin. Le problème éternel que nous avons, c'est toujours le problème de financement. Donc nous avons des difficultés à boucler ce financement-là. Mais tout ce que vous engrangez justement avec les retombées de l'exploitation à l'international de la fibre optique ne vous permettent pas d'engager ces investissements? Mais écoutez, parce que les charges de la société sont extrêmement importantes. C'est-à-dire nous avons des charges extrêmement importantes. Par exemple, les frais du personnel, uniquement les salaires, ça fait 6,5 milliards par an. Rien que les salaires. 6 milliards. Les intérêts bancaires, sans parler du remboursement du principal, uniquement les intérêts bancaires, ça fait 6,5 milliards par an. Il vous en reste beaucoup à rembourser? Ben écoutez, évidemment, il y a toujours une dette assez importante à rembourser. Donc 6,5 milliards d'intérêts. Au niveau des dotations aux amortissements, parce que tout ça, ça rentre dans les charges. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'investissements qui avaient été faits par le passé, donc c'est extrêmement lourd. On a près de 20 milliards de dotations aux amortissements par an. Donc vous voyez que tous les efforts qui sont faits par la société en termes de lancement de produits, en termes d'offensive internationale, etc., est absorbé par les charges extrêmement importantes au niveau de la société. Et avec tous ces défis, on ne comprend pas pourquoi, comme l'a dit Boukari, je reviens là-dessus, avec ce joyau qu'est la fibre optique, vous ne semblez pas vraiment le poupon et une panne et une seconde de trop, j'allais dire, et qui a duré 3 jours. Vous n'avez pas un plan d'urgence pour faire face à ce genre donc là, il faut peut-être que j'explique ce qui se passe. En fait, le phénomène de panne est dû à des bateaux qui viennent mouiller sur les côtes béninoises. Donc un bateau qui vient mouiller, ça veut dire, en fait, c'est des bateaux qui jettent leur ancre sur les côtes béninoises. Donc il y a un gros crochet qui est jeté dans la mer, auquel est accrochée une très longue chaîne. Donc quand les bateaux font ça, parfois ça s'accroche au passage du câble sous-marin. Peut-être parce que la mer n'est pas assez profonde. En fait, la mer, la profondeur augmente au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la côte. Le vrai problème, c'est un problème de surveillance des eaux territoriales du Bénin. Normalement, les bateaux ne doivent pas mouiller dans les eaux territoriales du Bénin. Or là, la dernière fois, la panne a eu lieu à 16 km des côtes béninoises. Les eaux territoriales vont jusqu'à 20 km. Qui a payé les dommages? Ben, écoutez, déjà, nous avons porté plainte, nous avons déjà identifié les bateaux qui mouillaient dans la zone. Il y a 3 bateaux qui étaient dans la zone. Nous avons porté plainte contre les 3 bateaux et nous sommes en train de travailler avec les forces navales pour que vraiment on puisse sécuriser les eaux territoriales du Bénin. La panne a fait perdre combien à votre entreprise? Ben écoutez, c'est trop tôt pour le chiffrer. La dernière fois, en tout cas, ça avait fait perdre quand même de l'ordre du milliard à la société. Et donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Je tiens à dire que les frais de réparation, là, par contre, ne sont pas pris en charge directement par la société. Ces frais de réparation, ça coûte quand même entre $600 000 et $1 million. C'est pris en charge par le consortium SAT3.
puisque nous sommes partie prenante d'un consortium. Donc c'est le consortium qui prend en charge les frais de réparation. Cela dit, il faut quand même préciser que les pannes sur le câble sous-marin interviennent dans tous les pays du monde. Le Bénin n'est pas le seul pays victime de ça. C'est arrivé au Nigeria, c'est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est arrivé au Gabon, c'est arrivé même dans les pays européens. Même dans les mers européennes, ça arrive. Parfois, quand il y a des tremblements de terre, ça entraîne des coupures de câbles. On ne va pas prendre prétexte. Oui, non, c'est pour dire qu'on peut mieux faire. Et c'est vrai, comme je l'ai dit, nous avons engagé des travaux avec les forces navales pour sécuriser les eaux territoriales du Bénin. Il y a dans votre secteur ce qu'on appelle le plan Disaster and Recovery. Tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, vous en avez déjà ou vous entrevoyez Si. Ben, écoutez, les 2 fois où il y a eu la panne, il y a eu ce plan-là. Sauf que le plan ne permet pas de régler tous les problèmes. Il y a quand même le désagrément au niveau des usagers. La première fois, quand il y a eu la coupure du câble sous-marin, nous avons fait un reroutage par la Côte d'Ivoire. Nous avons fait une interconnexion avec le Togo, traversé le Burkina, redescendu par la Côte d'Ivoire pour sortir le trafic du Bénin. Ce qui rend forcément très lente la connexion. Ce qui rend lent la connexion, le débit est lent, etc. La deuxième fois, nous sommes passés par le Nigeria. Donc à chaque fois, il y a ces plans de recovery, là, comme vous le dites, mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Le plan d'urgence ne permet pas de fournir la même qualité que lorsque le câble sous-marin fonctionne bien. Il vaut mieux prévenir. Il vaut mieux prévenir. C'est ta contribution les forces navales. C'est pour ça que nous travaillons avec les forces navales. Je tiens d'ailleurs à les saluer parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, ils sont très motivés, ils travaillent avec nous. Je crois qu'ils ont eux aussi besoin de moyens. Donc nous sommes en train de travailler avec eux pour vraiment trouver des solutions pour empêcher que des bateaux viennent encore une fois. Mais en principe, perturber avec le fonctionnement du câble. l'évolution de la technologie, on devait avoir un système de surveillance de ces câbles-là pour voir comment faire pour éviter le danger. Mais écoutez, vous savez, c'est des câbles qui sont sur des milliers de kilomètres. Entre Cotonou et Sesimbra, puisque Sesimbra c'est au Portugal, c'est là où le câble atterrit en Europe, il y a entre 4000 et 5000 kilomètres. Mais ça n'arrive pas souvent en haute mer, non? La panne, les pannes, oui, en fait, la première fois, c'était à 25 km à peu près des côtes. La deuxième fois, c'était à 16 km. C'est vrai qu'en pleine mer, c'est plus rare. Mais il faut savoir qu'il y a eu d'autres pannes en Asie, en Europe, etc., qui sont liées à des tremblements de terre. Et parfois, en Asie, il y a des tremblements de terre qui entraînent les coupures du câble. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, en Inde, pratiquement en tout cas, tout le pays était coupé également. À ce jour, les techniques de protection n'ont pas évolué vers des gaines, je ne sais pas, suffisamment solides. Vous savez, les techniques de protection, ça vient toujours après les pannes. Même malgré tous les progrès qu'on a fait dans l'aviation, il y a toujours des crashs au niveau des avions. À chaque fois, on s'améliore. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on s'améliore. Et c'est la résolution que nous avons prise. Nous allons nous améliorer. Mais c'est clair que c'est difficile aussi de dire qu'il y a un risque zéro. C'est vraiment difficile. Et on va évoluer en dehors de la fibre optique et donc des gros clients à l'international. Vous avez lancé aussi une offensive sur le plan national en développant une série de produits au plan national. Tout à fait. Je crois que c'était vraiment important parce que, comme je l'ai dit, une bonne partie de l'activité commerciale de Bénin Télécom était gérée au travers des partenariats qui n'étaient pas réellement rentables à la société. À partir du moment où nous avons mis fin à ces partenariats, il fallait créer une vraie dynamique commerciale. C'est ce que nous avons fait. Nous avons lancé des produits dans plusieurs domaines, Internet, téléphone fixe. Nous avons même lancé le ZKD, qui est le fixe de nouvelle génération. Nous avons relancé Télé Plus. Donc nous avons fait tout ceci pour que rapidement Bénin Télécom puisse prendre la place qui aurait dû être toujours la sienne. C'est-à-dire vraiment je dirais, la colonne vertébrale du secteur des télécommunications au Bénin. Mais sur ce plan, j'ai bien peur de croire avec les Béninois qu'au fond, vous n'avez peut-être pas... C'est une stratégie qui n'a pas été forcément bien payante, puisque au fond, les Béninois se plaignent. On a suivi le Vox Populi, où ils se plaignaient des prestations, par exemple, surtout par rapport à GSM. Voilà. Donc, effectivement, je crois qu'il y a eu des points positifs et il y a eu des points négatifs. Vous savez, le monde n'est pas toujours totalement blanc, le monde n'est pas non plus toujours totalement noir. Il y a les nuances de gris. Et donc, il y a eu des points positifs, il y a eu des points moins positifs. Au niveau des points positifs, il y a quand même le développement de l'Internet. Quand je suis arrivé à la tête de la société, il y avait seulement 700 abonnés Internet ADSL. Aujourd'hui, il y en a 2700. Au niveau de l'Internet sans fil, qui n'existait pas avant. Avant, il n'y avait pas l'Internet sans fil. Aujourd'hui, on a 23 000 abonnés Internet sans fil qui utilisent les clés Kanaku, etc. Donc, il y a 26 000 abonnés Internet aujourd'hui, ce n'est pas rien. Au niveau de l'Ibercom, c'est vrai, vous avez dit que
les abonnés ne sont pas satisfaits, c'est vrai, ils ont raison. On a de gros problèmes au niveau des Libercom. Et ça, c'est vrai que c'est l'un des gros chantiers aujourd'hui et l'une des grosses difficultés que nous avons, Libercom, parce que nous n'arrivons pas à investir. Vous savez, le secteur du GSM, c'est un secteur capitalistique qui nécessite beaucoup d'investissements. Et lorsque, là j'ai les chiffres de non, mais est-ce que c'est pas parce que l'autorité. vous avez manqué de stratégie, parce que vous étiez premier réseau, d'autres sont venus, on voit aujourd'hui leur performance sur le terrain. Mais écoutez, je vais vous expliquer. Donc là j'ai les chiffres de l'autorité de régulation qui montrent les investissements dans le secteur. Là j'ai les chiffres 2008 par exemple. En 2008, il y a eu 208 milliards investis dans le secteur. 208 milliards dans le secteur du GSM. Tout opérateur confondu. Vous savez que sur les 208 milliards, Libercom n'a pu investir seulement que 560 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous pouvez être compétitif face à vos concurrents? Qu'est-ce qui s'est passé justement? Bonne question. Un, il est extrêmement difficile à Benin Télécom de mobiliser de grands financements. Là, on parle de 200 milliards d'investissements. Benin Télécom, société d'État, avec la dette que vous connaissez, n'avait pas les moyens de mobiliser ces financements-là. Deux, le code des marchés publics, qui vraiment n'est pas approprié pour le secteur des télécommunications. Vous avez acheté des téléphones portables. Si aujourd'hui vous achetez le téléphone portable le plus sophistiqué, bien, dans 6 mois, il y a une nouvelle version qui sort, parfois beaucoup plus performante et beaucoup moins chère encore. Mais quand vous avez un code des marchés publics qui vous fait perdre 1 an et demi à 2 ans de procédure avant d'avoir l'équipement, quand l'équipement arrive, vous êtes déjà dépassé. Donc le code des marchés publics n'est vraiment pas du tout approprié. Mais autant abandonner parce que là, vous évoluez à perte, là. Ben justement, je crois que c'est pour cela que le gouvernement a décidé d'aller vers la privatisation. Parce que c'est le secteur privé qui peut mobiliser des financements aussi importants. Privatisation du réseau ou bien de tout Benin Télécom, ça? Ben écoutez, jusqu'à présent, c'était privatisation de tout Benin Télécom SA. Parce que on a besoin de financements extrêmement importants. C'est vrai que dans le GSM, encore plus qu'ailleurs, parce que le GSM, c'est un secteur, il faut beaucoup d'argent, et c'est un secteur où nous avons 5 opérateurs au Bénin, et nous avons des opérateurs qui investissent énormément. Donc, pour être vraiment compétitif, il faut investir. Donc, vous pensez que c'est la meilleure option aujourd'hui, la privatisation? Ben, écoutez, aujourd'hui, je crois que, compte tenu des problèmes que nous avons, qui sont essentiellement de l'ordre de l'investissement et de l'ordre des procédures des marchés publics, à mon avis, la privatisation, c'est la meilleure option. Parce que la privatisation, 1, va permettre à des privés de mobiliser de très grands financements. 2, lorsque c'est une société dont l'actionnaire majoritaire est privé, il sort du champ des marchés publics. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, toutes les sociétés, lorsque l'État est majoritaire, il faut être dans le code des marchés publics. Or, aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça ne peut pas fonctionner dans le secteur des On va revenir sur le schéma de la privatisation qui, contrairement à ce que vous avez annoncé au départ, au fond, n'est pas forcément du goût de tous les acteurs sociaux de votre entreprise. Mais pour le moment, vous considérez que la diversification de la politique commerciale que vous avez entreprise au plan national, ça a été payant. Ça a été payant, ça a renfloué suffisamment les caisses comme la politique internationale avec la fibre optique. Bon, écoutez, en termes de chiffre d'affaires. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément de charges au niveau de la société. Il y a énormément de charges. Cette politique commerciale a apporté des ressources à la société. J'ai cité l'Internet. Nous avons fait des efforts au niveau de la carte Télé+, au niveau également de la téléphonie fixe, où de temps en temps nous avons lancé des promotions, mais sur le téléphone fixe également nous avons énormément de problèmes. Vous savez, le réseau d'accès est vieux, il y a le phénomène de vol de câbles qui pénalise ce secteur-là. Donc c'est vrai que les produits grand public ont rapporté moins d'argent à la société que l'international ou le câble sous-marin SAT3. Si vous le permettez, je vais vous donner quelques chiffres. Toujours les chiffres. Oui, tous les chiffres, mais avant de revenir sur les chiffres qui vont peut-être illustrer l'évolution justement du chiffre d'affaires, de la santé financière de la société à travers la diversification de vos produits, on va suivre un élément témoin qui témoigne justement de cette évolution-là. En 2006, à l'avènement du régime du changement, Benin Télécom était confronté à une situation des plus calamiteuses. L'entreprise mère des télécoms au Bénin n'existait que de nom. Des finances au plus mal, un personnel démotivé,